je rappelle le titre de son livre, Dérives adolescentes, de la délinquance au djihadisme. Alors, ce livre, écrit en quelques mois, est en réalité le fruit d'une réflexion qui chemine en elle depuis des années passées à la protection judiciaire de la jeunesse comme analyste. Réflexion que les événements tragiques de 2015 qui ont ensanglanté Paris ont réveillé et mis au travail d'écriture, une écriture engagée, passionnée, dans l'urgence de comprendre et de témoigner. Alors, ce livre très riche et très dense, et nous n'aurions pas été, enfin, nous aurions besoin d'être tous les quatre pour pouvoir en rendre compte. Il manque ce soir André Lehmann, qui s'est excusé, qui devait être parmi nous pour rendre compte du travail de Daniel. Enfin, ce livre très riche et dense ouvre sur de multiples problématiques. Celle du sujet et de sa constitution, de ses idéaux et de leur classe, de ses œuvres dans lesquelles la pulsion de mort s'active à ciel ouvert, de l'histoire de notre culture et de ses mutations contemporaines, ouvrant à ce qu'on peut appeler, ce qu'elle appelle d'ailleurs, un nouveau malaise de la civilisation que ce travail généreux nous sollicite à penser. Alors, un fil rouge court de ces jeunes pris en charge par elle à la demande de la justice, après et à cause de quelques délits commis ça et là, à leurs frères, ceux qui ont fait la une des écrans et des tabloïds en 2005, en mettant à feu nos banlieues. Et frères également ceux qui, de Charlie Hebdo au Bataclan, bons soldats ailés du djihad, tuent et se tuent dans des explosions fulgurantes qui ébranlent les fondations de notre monde. Ce sont les mêmes, en effet, français de souche, comme on dit, issus de l'exil, aînés ou convertis, nés de classes populaires ou moyennes. Les mêmes, en effet, unis par le trait commun à tous, qui est celui de la classe d'âge. Ils ont tous de 15 à 22 ans. Âge de l'adolescence dans nos sociétés, où l'adolescence, nous le savons, commence tôt et termine tard, s'étirant précisément sur ces quelques années qui caractérisent la crise d'adolescence. Et c'est sur le trajet subjectif de cette traversée que Daniel attire notre attention et sur lequel je vais tenter de la suivre en résonance avec ce que ma clinique m'a enseigné, sachant bien entendu que d'autres facteurs historiques, religieux, sociologiques, économiques, politiques viennent se condenser en ce moment de crise identitaire qu'est l'adolescence. Le symptôme de ces adolescents, bien sûr, reflète et exprime évidemment les conflictualités sociales du moment. Alors, je reviens à l'adolescence, flambée pubertaire dans le réel du corps, certes, mais aussi crise subjective d'une telle intensité qu'elle vient bouleverser les équilibres et acquis antérieurs en attente de validation et opérer des remaniements subjectifs tumultueux à l'issue toujours incertaine. À l'issue toujours incertaine sous la violence de la poussée pubertaire. Crise d'identité donc, sur fond de deuil à opérer, cesser d'être un enfant et s'identifier à un avenir au contour flou que Rilke exprime tellement bien dans ce vers, ce qui était n'est plus et pas encore ce qui vient. Crise de confiance qui touche d'abord les parents, puis le monde des adultes, monde du compromis, du faire-semblant social, monde des apparences qu'ils méprisent et exècrent comme une tromperie, voire une trahison. Eux, qui, de ne s'être pas encore frottés à la réalité, n'aspirent et ne rêvent que de pureté absolue, sans aucune concession. Enfin,
crise de confiance généralisée face à l'inconsistance de l'autre, l'autre avec un grand A cette fois-ci, l'autre impuissant à les soulager de leur immense désarroi, qui ouvre par conséquent sur un vide angoissant, gros de risque d'effondrement. C'est donc dans ce désert symbolique, moment d'incomparable solitude subjective, passage de tous les dangers, que vont surgir dangereusement les limites, les conduites à risque, conduites ordaliques, comme tu les nommes, Daniel, conduites ordaliques qui explorent dangereusement les limites, les expériences extrêmes de nature à exalter l'idéal du moi. Cette aspiration à l'idéal du moi, qui permet l'appropriation du moi, sera d'autant plus forte qu'auront été plus vives et plus douloureuses les blessures de l'enfance de narcissisme sinistré. Les passages à l'acte si fréquents en ce moment de grande mutation semblent témoigner d'un désir de sortir de leur peau, au risque de lui perdre leur peau. C'est leur manière à eux d'affronter le danger interne qui les travaille et les tourmente par une mise en danger externe dut-elle conduire à la mort. Leur vide intérieur, leur tentative de survie à cet état d'urgence psychique et leur aspiration à l'absolu, nous savons que pour ces jeunes, à l'adolescence, il n'y a pas de dialectique possible. La vie, elle se vit en tout ou rien, en noir ou en blanc. Par conséquent, leur vide intérieur, leur tentative de survie à cet état d'urgence psychique, leur aspiration à l'absolu, génèrent chez eux une quête passionnée, un appel avide et urgent à un idéal pouvant servir d'armature à leur identité vacillante. Dans cette errance et cette confusion de tous les repères, un monde vient s'offrir à eux, souvent par les réseaux sociaux dont ils sont majoritairement addicts, un monde où règne une loi d'airain. D'abord, une loi sexuelle inflexible, désignant une bonne fois pour toutes la place des hommes et celle des femmes, eux, si mal assurés de leur identité sexuelle, et qui cherchent avidement et dans l'urgence des modèles prêts à porter pour devenir homme ou femme, c'est-à-dire des modèles standards de la virilité et de la féminité. Le chemin est enfin ouvert pour devenir un homme et, en faisant un pas de plus, devenir un surhomme. Leur impuissance douloureuse va se muer en toute puissance par identification au signifiant maître, signifiant maître qui les affranchit de toute autre loi et anodie leur révolte, grosse de pulsions meurtrières. Ils se choisissent, ils deviennent autres, ils changent de nom, ils se donnent celui qu'ils se choisissent dans leur nouvelle filiation, et l'agir violent et meurtrier, désormais légitimé, les arrache au rien de ce qu'ils ressentaient et libère leurs élans de toute puissance sans frein. Héros élus, dont le devoir sacré se doit de séparer le bon grain de l'ivraie, les purs des impurs, et l'œuvre de purification peut commencer. Les tueurs du 13 novembre n'ont-ils pas déclaré qu'ils ont tué des idolâtres dans une fête de perversité dont le siège est Paris, capitale de l'abomination et de la perversion, de sorte que le massacre se justifie comme un acte en définitive de salubrité morale. Tuer relève donc de la purification. Cet idéal de pureté touche également la vie en tant que telle, foncièrement impure, et le corps étant le siège même de la souillure, sa dislocation apparaît
comme le témoignage de la réalisation sacrificielle à une pureté idéale, afin d'accéder à une jouissance paradisiaque absolue. Et ce rapport entre purification et jouissance me paraît fondamental. Triomphe de la mort, qui se met ici au service du narcissisme, ouvrant à une vie parfaite, une vie où l'idéal l'a emporté sur le moi, un moi délié de tout objet du monde. N'oublions pas là aussi les paroles des tueurs du 13 novembre, divorcé de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire un moi délié de tout objet du monde, rêver de la mort comme source d'une vie plus vraie, une vie qui procurerait une jouissance au regard de laquelle celle de la vie terrestre actuelle ne serait qu'un médiocre ersatz. Alors, tous les idéaux, combien précieux pour nous permettre de nous projeter et de nous dépasser, comportent tous en germe une radicalité potentielle et explosive, la menace du fanatisme. Pour nous en persuader, il nous suffit de jeter un coup d'œil rapide sur notre histoire et de penser aux massacres engendrés par les idéaux qui ont nourri et fait vibrer notre XXe siècle européen si proche. L'offre djihadiste vient se saisir donc des impasses et du malaise adolescent contemporain. Et quand la conjonction de cette offre avec la demande ardente d'espoir dans un monde d'inespoir se réalise, les failles les plus anciennes et les plus brûlantes sont comblées et une chape de plomb est posée sur elles, entraînant la sédation de l'angoisse. Plus les failles seront profondes, plus la chape de plomb se fera hermétique, bétonnée, avec gel de la pensée, contagion, suggestion et obéissance aveugle, qui sont les puissants sédatifs à la douleur d'exister. Alors, avant de passer la parole à Jean-Pierre Basclé, je voudrais vous livrer une pensée qui nous vient de la nuit des temps. 50 ans avant notre ère, Sénèque écrivait déjà cet avertissement. Tout homme qui méprise sa vie est maître de la tienne. Danse est extrêmement riche et qui balaye effectivement tous les aspects du travail de Daniel que j'ai vraiment plaisir à présenter ce soir, et je la remercie d'avoir pensé que je pourrais en être de cette présentation. Encore un livre sur le djihadisme, il y en a beaucoup qui paraissent ces derniers temps. À mon avis, il n'y en aura jamais assez, en tout cas de ce type-là, pour nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit et ce qui arrive à nos enfants, voire nos petits-enfants. Je trouve que c'est un exemple vraiment brillant de ce que peut apporter la psychanalyse dans le débat d'idées qui va en se simplifiant de plus en plus, en évitant la complexité des choses et de la nature humaine, et qui propose une vision journalistique assez caricaturale de ce qui arrive, de ce qui nous arrive, de ce qui pourrait nous arriver. C'est d'ailleurs, c'est peut-être par là que je pourrais commencer. C'est un exemple parfait, moi je dirais, enfin, c'est un mot un peu délicat toujours à prononcer, mais, de ce qu'un psychanalyste ou une psychanalyste en l'occurrence peut produire lorsqu'il essaie de faire exister cette dimension d'un sujet clivé dans un milieu qui est hostile à cette représentation. Je travaille en milieu hostile et je me ferai là l'interprète d'André Lehmann, avec qui j'ai beaucoup parlé de ces choses-là, y compris jusqu'à avant-hier, et qui regrette de ne pouvoir être là. Le travail du psychanalyste en milieu hostile
Daniel l'a mené dans les milieux de l'éducation et de la justice, comme d'autres l'ont mené dans le champ de la médecine, c'est-à-dire dans des milieux qui sont habités par une représentation de l'humanité qui ne comporte pas cette dimension si fondamentale pour nous d'un sujet agi à son insu par la part de lui-même à laquelle il n'a pas accès et qui pourtant contient nombre de trésors, je dirais, expliquant ce qu'il est profondément. J'ai déjà eu l'occasion de revenir sur son travail et de la radicalité avec laquelle elle a porté cette question de la place du psychanalyste, y compris en s'effaçant quand cette place n'était plus tenable, lorsque cette place était laminée par d'autres discours, y compris celui du capitalisme. Et là, on a vraiment un travail abouti, je dirais, qui reprend effectivement toutes ces réflexions qu'elle a pu élaborer dans le champ du judiciaire et de l'aide aux jeunes qu'elle y rencontrait, et puis dans une tentative d'articulation avec ce qui est venu lui percuter depuis quelque temps et porter le fer et le feu dans la chair de certains qui ne sont pas très loin de nous. Et que cette articulation, puisque ce livre est construit autour d'un tel mouvement, je dirais, se fait d'une manière fluide, dans un langage tellement, comment je pourrais dire, un langage qui est extrêmement riche, extrêmement travaillé, une très belle langue, mais qui en même temps, paradoxalement, m'a rendu la lecture de ce livre assez pénible. Assez pénible parce que ce qui m'a très vite sauté à la gorge, je dirais, c'est ce que Daniel développe comme un fil rouge autour de la faillite de la métaphore paternelle. Elle en parle à plusieurs reprises, justement, pour rappeler l'aspect fondateur que cette question a dans la dérive de ces jeunes, moins jeunes, qui aboutissent à une telle position. Et je pense que, ne serait-ce que pour cette phrase, elle mérite d'être remerciée et son livre mérite d'être salué. Cette phrase est une espèce de phrase conclusive, puisqu'elle vient à la fin. Elle parle, elle pose une question, c'est celle-ci. Désagréger son corps pour se faire un nom, serait-ce là le prix à payer de l'effondrement du symbolique? Effectivement, elle parle d'un réel très particulier, d'une réalité horrible, celle de ces kamikazes, comme on a pris coutume de les appeler, qui accèdent à une célébrité, y compris une célébrité médiatique, sous le couvert d'un nom, d'un pseudo. Dans les années 70, beaucoup d'entre nous portaient des pseudos dans la lutte révolutionnaire qu'ils menaient contre l'ordre établi. Eh bien, c'est comme si ces jeunes-là, à travers une nouvelle identité, acquise au prix de leur propre destruction, ne trouvaient que cette solution à ce qui les affecte et qui a pris naissance justement dans la faillite de la fonction paternelle, dans la position de père humilié, n'ayant
le choix pour ces jeunes-là que de participer un peu plus à l'enfoncement de ces figures ou de se reconnaître dans la façon dont ils étaient traités par nos sociétés. Alors, comme toujours, quand on les cherche, il y a des phrases très belles qui sont dites là-dessus et qui vous feraient toucher du doigt certainement plus facilement ce que j'essaye de définir dans le langage de Daniel. Mais c'est cette question-là, effectivement, qui m'a rendu la lecture de ce livre à la fois exaltante et pénible. Parce que lorsque je finissais un paragraphe où je pensais que Daniel était arrivé à une formule aboutie sur cette question de la faillite de la métaphore paternelle, eh bien, dans le paragraphe suivant, elle en rajoutait une couche, et c'était encore plus pénible, mais si juste. Extrêmement... je pense que ces déclinaisons qu'elle opère durant tout le long de ce travail sont autant de facettes, de prismes sous lesquels on peut aborder cette question, y compris le prisme politique. Puisque je crois qu'on ne peut pas dissocier la dimension clinique que vous avez particulièrement mis en valeur, Geneviève, la dimension clinique que Daniel essaie de faire fleurir dans son travail, de l'engagement politique d'un psychanalyste dans la cité, comme on dit, hein, dans les cités, au cœur d'une instance particulièrement importante de nos sociétés modernes, à savoir la justice et l'aide aux jeunes. Cette question au fond de la place du psychanalyste dans la cité me semble être vraiment tout à fait bien articulée dans ce travail, et loin d'être un aspect secondaire, je crois qu'il faut apprendre dans cette lecture à tisser tous ces niveaux. Ces niveaux qui allient la rigueur de la théorie psychanalytique, comment je pourrais dire, l'intransigeance avec laquelle la position du psychanalyste est affirmée comme média par lequel la loi symbolique va se différencier pour un sujet humain de la loi pénale. Loi symbolique, on le voit, à laquelle la plupart de ceux dont elle parle sont étrangers ou du moins sont en exil. J'ai eu quand même dans cette lecture si besogneuse un instant de plaisir, comment je pourrais dire, un petit peu espiègle, lorsque Daniel, avec beaucoup de véhémence, rive son clou à l'ethnopsychiatrie. J'avoue que là, j'ai pris énormément de plaisir à voir à nouveau évoquer les positions de notre ami Fétine Belslama au regard de certaines autres que je ne citerai pas, par charité chrétienne. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être décousu, mais vraiment, je crois qu'on se trouve face à un travail qui nous oblige, si vraiment on le lit jusqu'au bout, à en produire de tels, chacun à notre mesure, là où on se trouve, pour continuer à pouvoir se trouver à la hauteur de ce que Daniel porte et ne pas rougir quand on la rencontre. Voilà. Donc, c'est un livre que je trouve passionnant et très généreux. Donc, dans ce que Daniel décrit de ce réel démembré que vivent ces jeunes adolescents, c'est aussi un réel qui nous fait réfléchir et qui m'a obligé à renouer avec ce qui me porte toujours. Eh bien,
cette problématique qui lie inconscient et social, inconscient et idéologie, comment se noue cette structuration qui fait qu'un sujet advient ou pas. Alors, il m'a semblé en effet qu'à travers le travail judiciaire, ce que Daniel nous proposait, c'était de réfléchir plus largement sur ce qu'il en était de, ce qui vient d'être dit, de la position du psychanalyste dans la société, dans la cité, et de ce qu'il en était de son engagement politique. Et donc elle vient interroger, si vous voulez, notre propre subjectivité. Elle écrit par exemple au chapitre 10, je vous le lis, au carrefour du politique, de l'économique et du social, l'idéologie dominante infiltre l'institution et la transforme jusqu'à ce que le sens même de nos prises en charge soit attaqué. Donc on peut dire que la pratique, ce qu'elle nous dit, c'est que la pratique psychanalytique ne saurait se constituer hors des enjeux de la politique dans son nouage à l'économie. Car il faut bien le dire quand même que la structure politique et idéologique modèle précisément les formes de subjectivité qui doivent correspondre aux formes du capitalisme. Elle ajoute ceci: la prise en charge des enfants que nous recevons dans le cadre d'une institution n'est pas qu'une affaire clinique et psychanalytique, elle relève aussi d'une cause politique et citoyenne. Voilà qui est affirmé, fondé, et c'est ce qui porte tout son livre. Et ça, c'est rarement dit comme cela. Donc si on ne doit pas oublier la question sociale, bien sûr, on ne doit pas oublier les enjeux cliniques, et c'est l'articulation entre ces deux enjeux que se fait le travail de constitution du livre de Daniel. Alors, ce livre m'interpelle là où, loin de se contenter de décrire une situation, parce qu'on évoquait, il y a beaucoup de livres sur la question du djihadisme, des adolescents et du djihadisme, etc. Mais disons qu'on fait plus que... On décrit des faits, on décrit le djihad, mais au fond, on ne s'interroge très rarement dans tous ces livres comment se fait qu'il y a ce processus vers le djihadisme. Donc là, au lieu de décrire une situation, elle ouvre une question sur nous-mêmes. C'est-à-dire, ce livre laisse se déployer une question qui nous concerne. Qu'en est-il de notre responsabilité éthique et politique d'avoir engendré ou laissé s'engendrer le monde tel qu'il est? Quel est donc l'impact de l'idéologie sur notre écoute, sur la théorie psychanalytique? Quelle est donc la fonction de la psychanalyse? En effet, c'est un travail très généreux envers ces adolescents dont elle nous parle. Elle se pose la question: qui sont ces enfants que nous recevons? Et je crois que c'est la question principale. Ces enfants sont, dit-elle, le symptôme d'un échec sociétal. Elle continue: nous en sommes les témoins, mais pas simplement que les témoins. Nous en sommes partie prenante. Et c'est ça qui me semble important. Ils sont nos miroirs et exhibent par leurs symptômes les points aveugles de notre transmission. Donc il ne s'agit pas de les décrire, il s'agit de nous interroger sur ce que nous, on leur a transmis pour qu'ils en arrivent là. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse, et j'espère ça qui va faire que nous pourrons aujourd'hui discuter. Et elle dit ceci, c'est magnifique: les terroristes d'aujourd'hui furent nos enfants d'hier. Quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors on peut en déduire qu'ils sont les enfants du monde que nous leur avons construit, du discours que nous avons soutenu. Ce qui nous apparaît donc sous une forme monstrueuse et étrangère, n'est-ce pas simplement l'insu de nous-mêmes? Je dirais que c'est notre propre vérité qui revient sous sa forme inversée. Aussi, l'agir délinquant dans ce livre est-il reçu d'abord, et c'est ça que je trouve généreux, comme un signal d'alarme. Et qu'est-ce qu'un signal d'alarme? Un signal d'alarme, ça veut dire qu'il nous réveille d'un profond sommeil. Donc qui dort? Nous, bien sûr. Nous dormons.
Et se réveiller d'un profond sommeil, c'est être appelé à penser autrement. Et savoir comment nous pouvons intervenir pour changer, même de manière infime, comme nous le demande Freud, le cours du monde. C'est ainsi que pour la psychanalyse, la contrainte judiciaire peut être une chance de pouvoir construire ce qui n'a pas encore trouvé les mots pour le dire. Il s'agit, nous montre Daniel, de saisir cet instant de la rencontre pour soutenir un avènement de la parole, qu'il puisse ainsi, comme elle dit si joliment, se poser dans le langage, car l'énoncé de la loi ne saurait à elle seule constituer un appui symbolique, elle ne saurait être intégrée qu'en passant par une élaboration psychique. Voilà la position du psychanalyste. En ce sens, le clinicien doit s'assumer, dit-elle, ouvrez les guillemets, dans une certaine rupture avec la logique judiciaire qui tend, elle, à choséifier le sujet, à vouloir le réduire à un objet à explorer. Question d'éthique, on le voit, et non de morale. La dénonciation morale qui désigne et fixe, sans possibilité de dialogue, ne peut produire qu'un rejet haineux. Alors que l'éthique, qui, ne l'oublions pas, s'étaye sur la question politique, c'est-à-dire sur un déplacement idéologique, c'est ce qu'elle nous dit, par rapport à l'idéologie dominante, soutient un espace de possibilité de la parole là où tout l'écrase. C'est en quoi il me semble que la psychanalyse est en elle-même révolutionnaire, comme le disait déjà Freud. En elle-même révolutionnaire, ça veut dire quoi? Qu'elle pose la politique, comme la politique, la question de la désaliénation du sujet et de son émancipation. C'est donc de ce point de vue-là que, si vous voulez, se pose l'écoute du psychanalyste. Alors, au-delà, on ne saurait se questionner sur l'institution, sa fonction et son fonctionnement, sans s'interroger sur la politique étatique qui la structure et l'étude de subjectivité qu'elle tente de constituer. C'est ce que nous rappelle l'agir des adolescents. Encore une phrase de Daniel. Il y en a plein comme ça, parce qu'elles sont très belles, mais en même temps, elles nous appellent à penser. De se sentir oubliés, ils se rappellent à notre bon souvenir. Ils se font lourds pour lester leur errance, pour peser dans le plateau de la balance. Alors je me suis demandé, n'est-ce pas nous qui leur avons transmis une mort figée, fixée, déniée? Ils n'ont donc pas d'autre recours que de réouvrir la question en faisant appel à une pulsion de mort qui les délie de notre vœu de mort. Cette pulsion de mort que Nathalie Salzman appelait la pulsion anarchiste et que Daniel évoque, celle qui veut détruire l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre tuant, pour que naisse un ordre symbolique habitable. Elle relève de ce que j'appellerais une négativité productive, car désenclavante, faisant émerger les contradictions et les antagonismes là où veut régner la paix des morts, qui relève, on le voit aujourd'hui, d'une guerre perpétuelle contre tout ce qui ne rentre pas dans le rang de l'ordre dominant. Il flirte avec la mort, nous dit Daniel, pour trouver une issue à la vie. Elle ajoute, l'adolescent est celui par qui le scandale arrive, celui qui décharge l'étouffement parental au sein de la cité. Là où les parents se laissèrent effacer, les enfants font effraction. Alors, m'interrogeant sur notre responsabilité, je me demande, quel est ce désir sur lequel nous avons cédé pour avoir provoqué ce collapse de la transmission? Sur quoi avons-nous fait silence? Parce que je rappelle que dans ce livre, tout tient dans une histoire de silence et d'effacement. Et cet effacement ne concerne en effet la métaphore paternelle, mais ça nous concerne nous tous. Alors, sur quoi nous avons fait silence? Pour qu'ils aient eu recours à la violence pour se faire entendre. Car n'en doutons pas, ces jeunes sont prêts, nous dit-elle, à risquer la mort pour se sentir vivants. Ne l'oublions jamais. Devant quoi nous nous sommes arrêtés, qui a favorisé les processus de notre propre soumission que l'extrémisme des jeunes nous renvoie?
Si, comme le rappelle Daniel Epstein, pour Lacan, l'inconscient c'est le discours de l'autre, thèse qu'il complète en avançant l'inconscient c'est la politique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'inconscient est en prise avec les contradictions vitales que portent le discours et la pratique politique comme enjeu de fondation d'un récit, d'un type de lien social, d'un espace et d'une temporalité qui soutiennent la construction symbolique du sujet, sa possibilité de vivre ou de mourir. C'est cette dimension, je trouve, de la politique qui se trouve aujourd'hui refoulée et que Daniel Epstein fait revivre dans son livre. En effet, si la politique, comme la psychanalyse, pose la question de la fondation du lien social, c'est qu'au-delà du lien social qui se tient au niveau de la représentation, elles interrogent les antagonismes qui travaillent le lien social, l'excèdent, le brisent, l'obligent à se reconfigurer. Antagonisme pulsionnel, de classe, de sexe, de groupe, rivalité narcissique, guerre d'appropriation. Voilà le réel que les adolescents exhibent et qui nous fait peur. Ce réel, en effet, il s'agit de se délier, de s'en délier, et c'est ce que font les adolescents. Ils veulent se délier là où a été fixé leurs parents. Cette première vague des émigrations, qui ont accepté, parents qui ont accepté d'avoir été humiliés et effacés pour pouvoir simplement exister. Mais si on parle de ces parents, de ces émigrants de première génération, je crois qu'il ne faut pas se laisser leurrer. Ils nous interrogent tous. Nous sommes tous des exilés, tous des émigrants. Tous, nous avons cru, en effet, sauvegarder un avenir, peut-être, au prix de notre propre effacement. Et d'une parole, en effet, qui aurait pu faire coupure, et on ne l'a pas donné, peut-être, cette parole. Faux semblants, attentes déçues, désillusionnements traumatiques qui frappent la deuxième génération et qui nous frappent tous. Dans un retour de refoulé désignant la vérité du trauma, l'illusion entretenue sera un ordre dont on attendrait reconnaissance et intégration. Ils sont donc les enfants symptômes d'une société, dit-elle, dit Daniel, déboussolée, sans projet, à l'horizon bouché, c'est-à-dire sans aucune issue de vie, n'ayant rien d'autre à leur proposer que de s'identifier à l'objet de consommation et à la logique marchande et guerrière du capital, c'est-à-dire au déni de la castration que les mouvements terroristes, dans un jeu de miroir, reprennent à leur compte et nous renvoient. Cette société capitaliste, sous sa forme financière, proliférant sous le manteau de la démocratie, s'impose dans la violence et qui s'impose dans la violence exterminatrice, certes, nous la dénonçons. Mais notre dénonciation en reste là, c'est-à-dire qu'elle en reste à l'impuissance. Alors, devant quoi nous reculons? Ne reculons-nous pas devant l'acte politique et idéologique qui permettrait d'y faire coupure, subversion pour le passage, par exemple, à un autre mode de production? René Bory, dans Le Monde de décembre 2015, écrivait ceci. La crise des valeurs libérales, le déclin des mouvements socialistes et communistes offre au salafisme politique des opportunités révolutionnaires conservatrices. Alors, le mot important, c'est bien sûr opportunité révolutionnaire. C'est donc la question, il me semble, quant à moi, je prends à mon compte cette parole, c'est en effet la question révolutionnaire que nous avons forclose. C'est qu'ayant reculé sans cesse devant la question de la révolution avancée par la lutte des classes, posée par la Commune de Paris, par exemple, appelée par Marx, et que dans les années Lacan, nous avons tous discuté, qui était au fondement, en effet, de la pensée et de la psychanalyse, eh bien, nous l'avons oublié, rejeté. C'est en effet cette question même du communisme comme hypothèse, dont nous parle par exemple Badiou, c'est-à-dire comme espace d'un discours qui fasse écart maximal avec le discours dominant. Nous avons ainsi, en refoulant ce discours, fermé pour des générations la possibilité de penser, de s'opposer, d'élaborer un point de vue qui protège notre part vivante. Et que l'agir des adolescents essaye aussi, à leur manière, de protéger, en la faisant éclater monstrueusement.
Nous leur avons, je dirais, peut-être construit un mur psychique qui nous renvoie en s'appropriant non pas la part constructrice, mais la part meurtrière de ce que j'appelle leur désir de révolution, c'est-à-dire d'invention. Alors, je reprendrai la question de Daniel. Comment travailler avec leur rage de vivre? Alors, pour moi, et là on peut en débattre, travailler avec leur rage de vivre, c'est d'abord ne pas faire l'impasse sur la question de la révolution qu'ils nous posent, quel type de révolution. C'est réouvrir en nous, pour moi, la question toujours aussi scandaleuse de l'hypothèse communiste, telle que la pose par exemple Badiou, qui fasse à nouveau vibrer le lien entre désir et politique, et c'est-à-dire réouvre aussi la question du féminin. Je voudrais déjà vous remercier, tous les trois, Jean-Pierre Basselet, Geneviève Biaïdine et Nicolas-Édith Thévenin, pour la façon dont chacun a pu lire ce livre. Et je crois que c'est un livre qui a plein d'entrées différentes. Et chacun y trouve ce qui est déjà l'objet de ces questions. Je voudrais donc vous remercier, mais remercier aussi deux personnes de l'APM qui m'ont aidé à présenter ce livre à un éditeur en le lisant en avant-première. C'est Marie-Claude Léonard et Betty Testu qui m'ont beaucoup aidé de cette façon-là. Et puis aussi Aline Laborie qui n'est pas psychanalyste, qui est libraire. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas trop par quel bout prendre les choses. Peut-être vous dire ce que représente ce livre pour moi. Alors, c'est effectivement un livre, je peux dire que je l'ai écrit très rapidement, en quelques mois, et je peux dire aussi que je l'ai écrit en quarantaine. Parce que j'ai travaillé 40 ans à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et j'ai beaucoup écrit d'articles pendant cette période, parce que c'était nécessaire pour moi, pour garder la tête hors de l'eau, pour prendre du recul sur ce qu'on me demandait de faire dans cette institution, comment je pouvais répondre à un certain type de demande tout en préservant une éthique. Puisque ce qu'on me demandait allait complètement à l'encontre de ce pourquoi moi j'étais là. À savoir que ce qu'on nous demande à la PJJ, essentiellement, et surtout depuis qu'il y a eu des tas de révisions de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, depuis que la politique de la justice est centrée sur le répressif et le sécuritaire, on nous demande de faire des... Enfin, ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus manifeste maintenant. Enfin, maintenant, j'ai quitté avec une lettre ouverte il y a quelques années maintenant, mais ce qu'on nous demande, c'est de faire un rapport pour le juge qui est censé l'éclairer de façon à ce qu'il juge un adolescent délinquant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va entrer en contact avec un adolescent qui a fait un délit, que le juge nous l'adresse avec une ordonnance, ça s'appelait à l'époque IOE, Investigation et Orientation Éducative, qu'il va falloir écrire un rapport sur un jeune qui sera un objet un objet qui sera destiné au juge pour qu'il fasse la bonne orientation. Et ça, c'est complètement contraire
à ce qu'on peut envisager quand on est analyste dans une institution. Alors il faut dire que quand je suis rentrée à la PJJ, je n'étais pas analyste, hein, j'étais psychologue, que les postes à occuper sont des postes de psychologue, pas d'analyste. Et d'emblée, enfin, ce qu'on me demandait de faire me paraissait complètement antinomique avec ce que je pensais de ce pourquoi j'étais là. Ce pourquoi j'étais là, à savoir, à partir d'un délit qu'on peut considérer comme un signal d'alarme, à partir de là, permettre qu'il y ait un espace d'élaboration psychique d'un passage à l'acte, de quelque chose qui s'est inscrit dans le corps mais qui n'a pas trouvé les mots pour se dire. Voilà. Alors là, je m'arrête parce que je vois que je suis déjà partie dans quelque chose. Ce que je voulais dire d'emblée, c'est que donc pendant 40 ans, j'ai écrit comme ça des articles qui ont été publiés dans des revues. Ça faisait, quand j'ai quitté la PJJ, je me suis dit très souvent que tous ces articles, il fallait que j'en fasse quelque chose, d'autant plus que je sentais qu'au fil des années, ma pensée se précisait, mais qu'il y avait vraiment une unité, qu'il y avait quelque chose qui était en jeu, qui était en train de se construire. Donc je me disais qu'il fallait que je fasse un livre. Se lancer dans un livre, c'est quand même pas une mince affaire. Et puis j'avais toujours mieux à faire. Et le 13 novembre 2015, on fêtait un anniversaire dans le 11e. Et en sortant du restaurant, on a entendu une explosion absolument terrible. Moi, je pensais que c'était tout un immeuble qui allait sauter. On ne savait pas du tout ce qui s'était passé. À la radio, ils n'annonçaient rien. On est rentré chez nous en passant par la République. On a pu passer, c'était la dernière opportunité pour passer, mais il y avait des policiers, des ambulances, des pompiers absolument partout. Et puis c'est en rentrant sur le coup de 1h du matin qu'on a appris ce qui s'était passé autour de nous. Et le lendemain, j'ai appris que l'explosion qu'on avait entendue, c'était un kamikaze qui s'était fait sauter boulevard Voltaire. Bon, je ne sais pas à quelle distance, mais vraiment pas très loin de là où on était. Et à ce moment-là, j'ai vu défiler des tas de visages, des tas de noms, des tas de jeunes que j'avais pu suivre à la PJJ, qui auraient bien été capables d'en arriver là. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette, que je travaille, que j'aille plus loin que ce que j'avais fait jusqu'à présent, comme si ces martyrs, entre guillemets, enfin ces meurtres suicidaires étaient l'apogée de quelque chose que j'avais essayé de dire, d'écrire, et finalement ça faisait un peu point de capiton pour éclairer tout le reste. Et donc j'ai repris un certain nombre d'articles pour en faire un livre, mais en les relisant et en les réécrivant à la lumière de ce que ces événements tragiques pouvaient apporter de compréhension et d'affinement de ce que j'avais pu avancer jusque-là. Et ces kamikazes qui tuent tout ce qui n'est pas eux, qui ont envie de tuer tout ce qui n'est pas eux, et qui se tuent aussi, m'ont amené à
à envisager les questions que j'avais abordées jusqu'ici sous l'angle de la forclusion et sous l'angle du clivage, du traumatisme et du clivage, de l'autoclivage narcissique, comme le dit Ferenczi. Parce que la question des traumas, parce que Ferenczi parle des traumas archaïques et des autoclivages narcissiques, à savoir que pour survivre à des situations désespérées, eh bien, un des mécanismes de défense, ça peut être d'enquister quelque chose qui est du côté de la mort pour qu'une autre partie puisse vivre. Et les jeunes qu'on rencontre à la PJJ, c'est vraiment des jeunes qui sont en bout de chaîne. Hein. Ce sont des jeunes qui ne trouvent leur place nulle part, qui se font renvoyer de partout. On les appelle les incasables, personne n'en veut. Et ils ont vécu des situations absolument tragiques. Et quand on n'a pas affaire à ces enfants-là, on ne peut même pas imaginer les parcours entre les abandons, les morts, les maladies, et ça dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment des questions très archaïques que ces enfants ont été amenés à enquister, une dépression très profondément. Et je crois que la violence qui est en eux, une violence qui éclate, qui est sous pression, c'est vraiment ce qui leur permet de ne pas vivre leur dépression. Et que la haine qui est en eux, c'est ce qui leur permet de rester vivants. Voilà. Et donc, j'ai repensé ce que j'avais écrit. En fait, bon, j'ai écrit beaucoup de choses sur, par exemple, l'articulation entre la loi sociale et la loi symbolique, donc autour de la métaphore paternelle, aussi parce que ces enfants ont vécu des situations où les pères, quand il y en avait, étaient dans l'impossibilité d'occuper cette fonction-là. Alors, la métaphore paternelle, c'est un concept. Hein, on sait que les pères de la réalité sont toujours en deçà de ce concept-là. Hein. C'est un concept, c'est une fonction qui permet de se construire, qui permet de s'édifier en séparant, en faisant tiers dans cette fusion entre la mère et l'enfant. Et dans des familles qu'on voit qui sont, pour la plupart, des familles issues de l'exil, eh bien, ce sont des situations vraiment très très difficiles où le père, alors déjà on peut dire que les couples, les parentaux, les pères ont bien souvent 30 ans ou 40 ans de plus que les mères. Hein. C'est des pères âgés qui sont venus en éclaireur pour ensuite appeler leur famille ici. Et bon, d'une certaine façon, ces pères, ils ont vaincu, ils ont traversé les éléments, ils ont vaincu les difficultés. Et quand ils arrivent à avoir un peu la tête hors de l'eau, ils font venir femmes et enfants. Alors là, les enfants se retrouvent en face d'un monsieur qu'ils ne connaissent pas, ou en face d'un monsieur qui vient un mois d'août, faire un enfant à la mère. Et puis voilà. Donc déjà, d'emblée, les pères, ils sont mal partis pour occuper cette fonction-là pour leurs enfants. Ce sont des enfants qui ont vécu seuls avec les mères. Je
dirais presque dans le meilleur des cas, parce que bien souvent ils ont été placés avec de multiples placements. Mais le père est un monsieur, un étranger qui vient leur prendre quelque chose. Donc ils sont dans un... Ils s'accrochent à une mère, mais à la fois pour la réparer et à la fois pour la détruire, puisque c'est absolument angoissant d'être dans cette position de fusion avec la mère quand il n'y a pas de tiers. Donc on voit beaucoup d'enfants qui sont dans une position de parasitage de la mère, avec des mères battues. Et des pères qui ne savent pas du tout comment se situer, soit en étant absents, il faut dire qu'ils sont bien souvent handicapés, impuissantés, entre guillemets, malmenés parce qu'ils ont vécu ici, ou alors des pères qui sont dans un autoritarisme, un patriarcat, les choses en passent par de la violence aussi. Donc les enfants qu'on voit sont en très grande difficulté pour se situer. Et le délit pourrait être, enfin c'est une hypothèse que je faisais, que je fais toujours. Le délit, c'est une façon d'en appeler à une loi symbolique, c'est-à-dire à la loi qui n'est pas symbolique, la loi judiciaire, la loi sociale. Si je peux intervenir, Daniel, tu vas même plus loin, tu en fais un acte, une capacité créatrice. Tu dis qu'il faut entendre quelque chose d'une dimension créatrice dans l'acte, et c'est ça dont tu as envie de t'emparer, enfin, on va dire, et de le développer aux yeux de la justice. Il y a une occasion à ne pas rater, là, de faire du délit, justement, là, peut-être la tentative de renaissance d'un sujet. Voilà, ce sont des enfants, des adolescents qui n'ont aucune demande, qui échappent à toutes les institutions, qui échappent aux parents et qui s'échappent d'eux-mêmes. Voilà. Ils montrent quelque chose et à condition qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un autre pour entendre cet appel, pour entendre que derrière la non-demande, en fait, il y a un appel. Donc, c'était une hypothèse de travail, mais c'est une hypothèse qui permet de ce qu'il montre, de ce qu'il... Parce que pour rentrer en contact avec ces adolescents, il faut s'accrocher aussi. Alors, là j'ai plusieurs idées qui se bousculent, donc ça paraît peut-être un peu dans tous les sens ce que je suis en train de vous dire. Je pensais là à l'instant que ces enfants-là n'ont pas d'issue, pas de projet, pas de passé, parce que ce sont des familles où les choses ne passent pas par la parole. Et le démarrage de ces mesures, le juge adresse à une institution, à un centre, un adolescent à la suite d'un délit, et comment s'emparer, nous, de cet événement pour que ça fasse avènement, qu'il y ait une coupure qui s'instaure dans le social, qu'il y ait une coupure de parole. Et comme ce sont des enfants qui ont énormément de mal à parler, des enfants qui ont énormément de mal à être dans le face-à-face, eh bien, on a trouvé un dispositif qui nous permettait de reprendre quelque chose de leur histoire dès le premier entretien en faisant venir les parents. C'est-à-dire un travail avec l'éducateur, le psychologue
les jeunes et leurs parents, le jeune et ses parents. Et à partir de là, en évoquant avec les parents leur histoire, comment ils sont arrivés là, dans quelles conditions, pourquoi, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, de créer des représentations pour l'enfant, et à partir de là, d'essayer de faire des représentations qui vont faire histoire. C'est-à-dire qu'on va fictionner quelque chose qui est très épars, très morcelé. Mais que ces enfants, à partir de là, puissent se représenter quelque chose et en dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas habités par un passé sans forme et sans mots, mais qu'ils puissent s'accrocher à quelques images, à quelques représentations, à quelques affects, pour fictionner, eux, cette histoire-là. Et qu'à partir de là, quelque chose puisse se jouer dans un transfert. Alors, un transfert, non pas nécessairement avec le psychologue, mais il faut dire qu'on travaille beaucoup avec les éducateurs. Et que les éducateurs, eux, ils sont dans un accompagnement. Ils sont dans le faire. Ils ne sont pas dans le face-à-face qui les terrorise. Alors, c'est un travail vraiment d'équipe, et c'est en ça que c'est passionnant, à condition de pouvoir démarrer ensemble sur un projet d'équipe avec ces enfants-là et avec leurs parents. Et dans une grande souplesse aussi, que ce soit un dispositif qui permette d'improviser. Quand je suis rentrée à la PJJ, j'ai été effarée par la rigidité d'un dispositif, avec des enfants qui passaient d'abord devant l'assistante sociale, ensuite qui passaient devant l'éducateur, ensuite qui passaient devant le psychologue, ensuite qui passaient devant le psychiatre, et donc des enfants qui étaient complètement morcelés, et chacun y allait de son petit rapport pour le juge. Et ça, c'était vraiment pas possible. Donc, on a trouvé un dispositif qui soit beaucoup plus fluide, et quand j'ai commencé à travailler et qu'on disait aux jeunes, bon maintenant, c'est à toi, tu vas aller voir le psychologue. Inévitablement, 9 sur 10 disaient, mais je suis pas fou. Bon. Ça, c'est quelque chose, quand on a mis en place cet autre dispositif du premier entretien parents, enfants, éducateurs, psychologues, où on disait qu'on allait travailler tous ensemble, plus jamais j'ai entendu « non, je ne veux pas vous voir, je ne suis pas fou ». Plus jamais. Alors, j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas trop par quel bout les prendre, là. Alors, oui, ce qui est frappant chez ces enfants-là, c'est les difficultés de sublimation. Sublimation au sens large du terme. J'entends par sublimation quelque chose qui est au niveau de la transcription des premières traces. Les premières traces sur le corps, qu'on peut appeler le ça, qu'on peut appeler les pulsions, comment il dit, Freud dit ce chaudron de stimulus bouillant, bouillonnant. Dans la lettre 52, Freud parle de la transcription des traces. Une transcription dont on parle aussi Nestor Bronstein, qui viendra peut-être l'année prochaine ici, une transcription qui va du ça à l'inconscient, au préconscient, au conscient. Et Nestor Bronstein dit que la sublimation, c'est ce qu'on trouve au bout de toutes ces transcriptions de traces. Et là, c'est très difficile pour ces enfants, déjà au niveau de la langue.
Et on a l'impression, quand on les entend, que leur parole ne s'est pas détachée du corps. Voilà, donc ce livre, c'est aussi pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je l'écrive, parce que on a vécu dans les années 80 une grande liberté d'invention. Alors il ne faut pas croire qu'il a toujours fallu se battre quand même, hein. C'était pas donné comme ça. Mais on pouvait insuffler quelque chose qui pouvait être repris. Mais depuis une dizaine d'années, peut-être même plus, tout ça, ça a été mis sous un étouffoir. Et écrire ce livre, ça me paraissait nécessaire pour que ce qu'on a pu réaliser avec ces enfants-là, ça ne disparaisse pas complètement et qu'il y ait trace de tout ça. Mais tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de la sublimation et c'est quelque chose de très important, enfin cette difficulté de sublimation pour ces enfants qui commence par les difficultés de parole. Et il y a un chapitre là sur la langue, hein, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, une écriture de l'originaire. Une écriture de l'originaire. Et je ne sais pas, vous avez peut-être vu le film L'Esquive de Kechiche. Dans ce film, on est frappé par le langage des adultes. C'est comme s'ils parlaient une autre langue, et il faut du temps avant de rentrer dans cette langue-là. Et c'est en voyant ce film que je me suis dit, mais c'est une langue du corps. Ils n'ont pas encore accédé à la parole. C'est une langue qui aussi est dans le tout ou rien, qui est binaire. Le nombre de fois où j'ai pu entendre dans les entretiens, oui, il m'a dit, là, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas calculé. C'est-à-dire que l'autre n'a pas encore pris forme, hein, ne s'est pas individualisé. Et eux-mêmes n'ont pas encore fait un par rapport à la mère, par rapport à quelque chose du côté de la langue. La langue est toujours là, et la langue de l'exil est une langue qui peut porter en elle toute la dimension de cette violence qui a été vécue par les parents. Alors, donc ça, c'est déjà la première des sublimations, je trouve, c'est cette difficulté à habiter la langue du pays d'accueil. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est d'accéder aux enseignements élémentaires, lire, compter, écrire. C'est des enfants qui ont de grandes difficultés scolaires, opératoires, instrumentales. Et je me suis demandé si ces difficultés-là, alors ce sont des enfants qui sont intelligents, hein, c'est pas, même si on leur fait plus passer de QI, ils ont une forme d'intelligence que moi j'ai pas, hein, je veux dire qu'on leur donne un truc à réparer, ça marche tout de suite. Et je me suis dit que ces difficultés à apprendre, eh bien, c'était peut-être aussi parce que il n'y avait pas eu de tiers entre la mère et eux. Ils n'avaient pas pu se détacher de quelque chose qui est dans le corps à corps et qui se joue dans la violence. C'est justement parce que c'est pas simple que j'ai été dans le besoin d'écrire tout le temps pour garder, je disais, la tête en l'air. Et évacuer ainsi la dimension du transfert, c'est dans la demande du juge de savoir. Hein.
N'est-ce pas la meilleure façon de transformer une parole naissante, une parole vivante en l'être humain? On va revenir à tout ce que j'ai voulu éviter quand je suis rentrée à la PJJ, à savoir que les psychologues faisaient bien sagement des rapports aux juges, et 9 fois sur 10, c'était pratiquement le même rapport, pour des jeunes différents. C'est-à-dire qu'ils étaient débiles, psychopathes, ou borderline, voilà, mais rien au niveau de singulier, de l'intime. Mais voilà, c'est un grand retour en arrière. J'ai bien entendu des témoignages qui ressemblent, enfin qui me parlent énormément de ce qu'on a pu en 40 ans de carrière les uns ou les autres, que ce soit dans la psychiatrie, dans le champ de la médecine, dans le champ du judiciaire, de l'éducatif, voir comme innovation et comme retour à un état antérieur à ces innovations. Je pense à tout ce qui s'est construit dans l'immédiate après-guerre, et puis effectivement à ce programme du Conseil national de la résistance qui s'appelait ni plus ni moins que les heureux. Je me souviens comment nous avons été un certain nombre indignés et puis gagnés par une espèce de mélancolie apathique parce qu'on nous rendait la vie très dure. On dénigrait tous nos propos, on nous mettait au placard, on nous traitait comme des vieux singes qui faisaient toujours les mêmes grimaces. Ben, je trouve que c'est très rassurant de voir que ces vieux singes sont encore capables de juger suffisamment pour écrire des choses comme ça, et je crois que ça devrait donner des idées à tout d'un. Pour nourrir, quoi. Hein. Non, mais je trouve que ça m'a fait du bien. En même temps que, voilà, j'ai pas caché ma souffrance à voir ainsi déballer ce avec quoi, effectivement, je me politique. Mais c'est la vie. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 11h, il faut qu'on quitte la salle. Et je vous remercie.